Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Awalas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro Sans Frontières. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Awalas TV. Bienvenue à vous. Alors, Silmiya jusqu'au bout. Aban repose en paix, on continuera le combat. La révision de la Constitution est une comédie. Le problème est dans la légitimité ou encore pour la dissolution du Parlement. Voilà encore une fois le genre de slogan qu'on pouvait retrouver hier aux quatre coins du pays. C'était donc le 48e mardi consécutif avec cette jeunesse aussi forte et aussi déterminée. C'est le titre de l'émission aujourd'hui. Une révolution algérienne qui ne cesse de s'imposer et donc de loin de prendre fin. Alors malgré les répressions et les arrestations ou encore... Donc certaines décisions de justice qui sont toujours aussi présentes, bien les jeunes sont là et cette jeunesse est certainement la colonne vertébrale de ce Hirak, de cette révolution et c'est certainement elle qui pourra faire tomber le pouvoir. Donc on reviendra sur cette grande journée d'hier, vous en verrez quelques images dans quelques instants et puis avec nos invités ici sur le plateau mais aussi en direct par téléphone, nous reviendrons sur ces rencontres diplomatiques qui se succèdent après Berlin, Genève et bien nous reviendrons sur la visite du ministre des Affaires étrangères hier Jean-Yves Le Drian en Algérie. Alors tant de rencontres, peut-être pour redorer donc l'image diplomatique de l'Algérie à l'étranger et à noter bien évidemment que pour l'instant le pouvoir ne se préoccupe pas du tout du Hirak et c'est un président qui reste illégitime et un grand manque de confiance notamment avec une grande partie du peuple algérien. Sur le plateau, bienvenue Farid DMS Deba. Bonjour. Merci à vous, quel plaisir de vous retrouver. Merci. Je rappelle, vous avez créé le mouvement citoyen pour l'Algérie avec un certain nombre de membres ici en France, mais beaucoup en Algérie. Et vous êtes conseiller municipal, élu de la République dans le Val-de-Marne, dans le sud de Paris, au Kremlin-Bicêtre. Et puis d'un point de vue professionnel, on fait à peu près le même métier. Vous êtes réalisateur. Oui. Bienvenue à vous. Alors Merci. au téléphone, normalement, je devrais avoir la présence de Hicham Riyad. Lies Djebali, on me dit. Oui, bonjour. Bonjour Lies Djebali, vous allez bien? Merci de votre invitation. Je vais très bien. Et vous allez bien? Ça va très bien, merci. C'est moi qui vous remercie d'accepter notre invitation. Lies Djebali, je rappelle, vous êtes ingénieur économiste financier et vous avez donc créé l'Algérie droit devant et vous êtes aussi donc très présent notamment sur les manifestations sur Paris. On devrait avoir aussi un fidèle analyste politique, Larbi Zouamia. Bonjour Larbi, merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes donc analyste politique, je reviens vers vous dans quelques instants et puis on devrait avoir au téléphone dans quelques instants le représentant du Rassemblement pour les jeunes en Algérie, Hicham Riyad. Première question pour vous Farid DMS Deba. Vous pouvez revenir d'un point de vue général bien évidemment sur cette révolution. C'est un peu la question que je pose en ouverture à tous mes invités, une révolution qui est là, qui est présente depuis maintenant 10 mois et puis encore hier c'était un nouveau mardi, le 48e mardi dans 4 semaines. Ça fera 1 an. Exactement. Donc, 11e mois maintenant. Dans un mois, on clôturera les 1 an de cette révolution, au-delà du mot Hirak, qui pour moi minimise un petit peu cette ferveur nationale. Pour moi, c'est une révolution. Au mieux, c'est carrément un tsunami, si vous me permettez cette parabole. C'est vrai que le 22 février a marqué... d'une pierre blanche, on va dire, cette prise de conscience, cette volonté de tout un peuple de pouvoir enfin s'exprimer, à partir du moment où la parole lui a été totalement retirée. Ça a été, comme qui dirait, un souffle d'air frais sur l'Algérie qui a soufflé et qui continue de souffler. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On a l'impression que l'Algérie revit, qu'à chaque manifestation, c'est un petit peu ce cœur qui bat à l'intérieur de ce pays.
qui est magnifique, un peuple qui se réattribue, on va dire, la possibilité de pouvoir créer l'Algérie, une société qui lui ressemble, l'Algérie de demain. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc depuis presque un an maintenant, on voit des gens qui ont pris conscience de leur capacité, de leur pouvoir, de leur justement force de proposition. Mais il faut continuer, il ne faut pas, comme qui dirait, se laisser berner par le pouvoir actuel qui mise uniquement sur, on va dire, l'endormissement de cette volonté justement de liberté et de cet état de droit qui est cher à tout Algérien justement mobilisé dans ce Hirak. Donc, ok, pour les esprits chagrins, ils vont dire ouais, un an quand même, c'est trop, maintenant il est bon, c'est bon, il faut rentrer à la maison, laisser tomber. Non, il ne faut surtout pas laisser tomber. Ce qui s'est passé en 11 mois, c'est juste incroyable, c'est impensable. C'est une leçon pour le monde entier et il faut continuer dans ce chemin-là parce que de toute façon, je vais prendre une image complètement bateau après la pluie de beau temps, à la fin du tunnel, la lumière. Donc, il ne faut pas lâcher. À la fin du tunnel, la lumière. Larbi Zouamia, bonjour une nouvelle fois. Vous êtes donc en direct de New York, précisément à Syracuse. Merci d'être avec nous. Larbi, peut-être je vais vous laisser revenir sur. Je sais que pour vous, la révolution, elle est primordiale. Hein, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui va faire avancer et libérer le pays, créer un état de droit en Algérie. Donc, revenons peut-être avec vous sur ce 48e mardi, un coûte que coûte la jeunesse algérienne, la famille algérienne est dans la rue. Et puis, de plus en plus, peut-être, on ressent une réelle maturité politique hein, qui pourrait d'ailleurs même rapidement faire avancer le pays sur des choses très concrètes. Tout à fait, mais une maturité, comment la canaliser? C'est très important parce que, comme je vous ai dit la fois passée, nous faisons face à une expérience nouvelle. Nous n'avons pas vu qu'il y avait des mouvements de contestation semblables aux nôtres. Donc, c'est un mouvement de contestation qui est tout seul, qui n'est pas piloté, qui n'est pas chapeauté. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Il faut faire très attention parce que le Hirak lui-même, il a besoin d'une certaine orientation, de certaine clarté de vue, d'une certaine clarté de procédure aussi. Et c'est pour cela, tout ce qu'on dit maintenant, bon, c'est des qualificatifs, c'est des épithètes. C'est très bien le Hirak parce que c'est une expérience pacifique, c'est une expérience d'interaction sociale, d'interaction aussi en matière de citoyenneté aussi, parce que nous évoluons dans un réflexe citoyen loin des dogmes et loin des idéologies. Le plus important est à ce que maintenant les idées commencent à converger vers le modus operandi. Quoi faire? Parce que le Hirak il sort chaque semaine avec de nouvelles propositions, de nouvelles revendications, de nouveaux mots d'ordre. C'est ce qu'on appelle à peu près cette dynamique à peu près d'expression. Mais le Hirak, il va où? Il va où? Moi, j'estime nécessaire toujours que à un moment donné, le Hirak doit s'évaporer, on retourne au travail, mais avant qu'il s'évapore, il faut qu'il y aura gain de cause, mais ce gain de cause, comment qu'on le fait, comment qu'on procède, comment qu'on fait. J'ai vu la fois passée dans la manifestation numéro 47e, je pense, du dernier vendredi. Bon, c'est fabuleux aussi, surtout dans les grands centres urbains comme la capitale, Oran, à peu près, où il y a à peu près beaucoup plus de dynamisme et d'activité, vu le cadre urbain qui s'y prête. Mais on estime aussi qu'il va falloir aussi se pencher sur certaines régions, parfois, qui connaissent une certaine comment dirais-je, de régression en matière d'intensité de mouvement. Le plus important est que on trouve quelque chose qui peut à peu près cadrer, pas cadrer ou faire du paternalisme, mais qui peut à peu près résumer les revendications dans une structure quelconque. Parce qu'il est toujours nécessaire qu'un Hirak ait des représentants ou ait des facilitateurs avec le pouvoir. C'est ça mon idée. Comment vous, justement, je vous arrête là-dessus, comment vous pourriez-vous voir les choses maintenant évoluer?
bien évidemment, encore une fois, on ne le dira jamais assez. Il faut que cette révolution continue, qu'elle puisse s'exprimer, se libérer. Et l'Algérie le fait à différents moyens, de par des slogans, de l'humour, des caricatures ou alors encore des chants, parfois des larmes. Mais comment vous pourriez voir justement l'organisation de cette structure, peut-être de ce parti, de ce collectif qui pourrait faire émerger vraiment des idées concrètes et puis un mouvement de force pour créer un réel rapport de force. Comment vous pourriez voir cette organisation s'organiser et voir le jour? C'est ça, c'est pertinent ce que vous dites, et c'est le point le plus complexe dans la situation. Peut-être c'est le point d'orgue de la problématique. Le point d'orgue de la problématique, c'est justement désigner qui et qui représente qui, avec un quiproquo ancien dans lequel nous pataugeons depuis l'indépendance, ou même avant l'indépendance, parce que nous avons passé 30 années à parler de 1924 à 1954. Ces 30 années, nos expériences aussi en matière de relations, en matière, je ne sais pas, en matière de fair play politique, c'est complexe. Maintenant, est-ce qu'il va falloir pas nommer, désigner un comité de sages qui sera facilitateur entre le Hirak et le pouvoir? C'est un processus. Est-ce qu'il va falloir aussi dire que ces messieurs-là sont des représentants du Hirak et ça va éveiller encore des chicanes et des querelles qui seront interminables? Nous avons un problème de représentativité. Le Hirak, il y a un mouvement qui est là, un mouvement qui est dans, c'est-à-dire le socle sur lequel se base ce mouvement-là, c'est un changement surtout sur le plan socio-économique. Les gens ne travaillent pas, les gens ont des problèmes de santé, et c'est pour cela que, moi aussi je me pose la question, moi aussi je dis comment qu'on fait? Le vendredi prochain, on va marcher, et l'autre vendredi, on va marcher, et on marche en parallèle avec le pouvoir. Et justement, le pouvoir, il est là, il actionne, il a ses éléments, il a ses prisons, il a son hypocrisie, il a ses pratiques. Et le Hirak, il est là. On peut dire que même les gens qui ont dit qu'il y a un échec de Hirak, même si c'est excessif, mais à peu près, ils ont raison de dire, de penser autrement. Nous estimons qu'il y a quelque chose. Attendez, nous estimons qu'il y a un Hirak qui est puissant. C'est très important. C'est un gain social et politique très important. Il faut penser comment traduire son succès sur le terrain à travers quelque chose organisationnel. On pense toujours, moi aussi je pense, et c'est un problème très complexe, je ne peux pas répondre ici dans cette émission. Je vous garde une minute justement sur, est-ce que c'est pas plus profond? Alors effectivement, on sait très bien que dans n'importe quel pays au monde, et c'est peut-être pas l'élu de la République française qui est présent sur ce plateau qui pourra me contredire, on en parlera avec lui, mais il est très complexe d'organiser la politique, l'associatif, le mouvement collectif dans n'importe quelle organisation, mais est-ce qu'aussi avec l'Algérie, c'est peut-être pas plus profond, même en termes de confiance vis-à-vis des uns et des autres? On sait très bien comment c'est fragile dans une simple réunion de dire ok, je fais confiance, je le laisse présider ou pas. Est-ce que c'est encore peut-être plus profond en Algérie avec bien évidemment le fait que ce pouvoir pendant des années ait créé cette répression et ait bridé la population à ne pas s'organiser, à ne pas s'exprimer, mais est-ce que c'est pas plus profond déjà dans un problème de confiance entre les personnes? Écoutez, la société française et algérienne, c'est asymétrique à peu près, parce que nous vivons dans une société de rang. La société française, déjà, il n'y a pas de rang. C'est une société de travail, c'est une société industrielle, c'est une société là où il y a à peu près là où on capitalise l'effort. Donc les gens évoluent à peu près, évoluent d'une manière pragmatique. Ils vivent d'une manière pragmatique et la politique, elle est belle. Nous avons connu beaucoup de divisions, même au sein d'un parti, dans des expériences démocratiques ou islamistes, dans les partis démocrates ou les partis islamistes, ou n'importe quelle chapelle, vous trouvez beaucoup de divisions parce que nous avons chicane qui est née en nous. Elle est née en nous parce que tout simplement, nous avons vécu en dehors du travail. Même si nous ne sommes pas nous les coupables, c'est un pouvoir aussi qui est né dans le parasitisme, mais nous vivons la division. Le plus important, c'est que il y a des spécificités algériennes. Il ne faut rien cacher. Et notre satisfaction et l'émerveillement un petit peu ne seront pas de mise dans nos prochaines analyses. Nous devons trancher la question de représentativité du Hirak. Pas représentativité, de quelque chose qui est en contact avec le pouvoir. Oui, comment communiquer et créer aussi un lien
à un moment donné, certainement, il y a un dialogue. Restez avec nous, Larbi Jamia, je vais vous garder bien évidemment sur l'émission. Avant de prendre Lias Djebali avec nous, je reviens vers vous, Farid d'MS de Bâle. Avoir une réaction peut-être avec ce que vient de dire notre analyste politique. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, cette révolution algérienne, en un an bientôt, ce qui est court, n'a pas aussi créé cette maturité politique? Il a fallu un peu de temps pour la créer, pour pouvoir maintenant s'engager. Alors moi je pense que par rapport à l'intervention précédente, je crois qu'il faut arrêter un petit peu de descendre le peuple algérien, sincèrement. Il y a beaucoup de fantasmes par rapport à la politique étrangère, par rapport à d'autres choses qui se font ailleurs. Je vous parle en connaissance de cause. Les divisions, les guerres de clans, les luttes de pouvoir, c'est partout la même chose. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours des luttes intestines, il y aura toujours ce genre de petites guéguerres. Voilà. Donc, ce n'est pas l'apanage de l'Algérie, loin de là, honnêtement. Donc, il ne faut pas véritablement descendre le peuple. Il faut comprendre que depuis maintenant presque un an, les citoyens algériens, je dis bien citoyens, j'utilise ce terme-là, s'est réapproprié cette possibilité de pouvoir changer son destin. Il est devenu maître de son destin. Il s'est repolitisé, ou il s'est tout simplement politisé. Après cette perte de confiance, depuis l'indépendance, depuis 1962, avec ce qu'on a pu connaître, je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire la genèse de ce qui s'est passé, et cette perte de confiance de la part des Algériens, elle est totalement compréhensible. Mais on voit bien qu'avec justement ces sorties successives de plusieurs fois par semaine, on sent cette volonté d'effacement du passé pour réorganiser une société à l'image même de l'Algérie. Maintenant, on parle d'organisation, de représentants. Certes, pour que le Hirak puisse perdurer, il faut véritablement faire émerger des représentants. Oui, mais c'est intéressant ce que dit notre analyste politique, Larbi Jamia, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir, il avance. Enfin, d'abord, le président est là. On ne va pas encore revenir sur ce scrutin, et je crois qu'on en a parlé dans le monde entier, mais il est là, il avance. Ces rencontres diplomatiques avancent. Donc, à un moment donné, cette représentativité pour peut-être même limite, alors c'est une question que je pose, mais à un moment donné, peut-être avoir ce mouvement qui représente la révolution et puis se retrouver autour d'une table en disant, mais écoutez, nous, on a juste 15 millions, 20 millions d'Algériens derrière nous, qu'est-ce que vous faites? Ça peut être... Bien sûr, mais je vais prendre exactement la même réflexion, mais de l'autre côté. Un président qui arrive et que derrière lui, il n'y a personne, quelle légitimité il a? C'est pour ça, vous avez fait en introduction le fait qu'il est parti, on va dire, il a pris son bâton de pèlerin à la rencontre comme ça, un petit peu partout, à la recherche d'une certaine légitimité. Mais ce qui fait un président, c'est le peuple derrière qui le soutient et qui le porte au nu. À l'heure actuelle, Tebboune et son gouvernement n'a pas du tout ce souffle-là en eux. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des comités qui se créent, il y a des mouvements, des associations. Certes, c'est un petit peu maladroit pour l'instant, mais il faut le savoir qu'il suffira juste d'une représentation pour justement faire en sorte de devenir un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir existe. Sa représentation n'a pas encore émergé. Ouais, mais la graine est là, mais pour moi, ce n'est que anecdotique. Ouais. Derrière, nous avons tout un peuple qui s'est soulevé, qui se soulève tous les jours. Ça n'a pas de prix. Ça, ensuite, les représentants, ils vont émerger tôt ou tard. Certes, tôt serait meilleur que tard à l'heure actuelle. Mais il y a des initiatives qui se créent en Algérie, il y a des initiatives qui se créent à travers le monde, parce qu'il y a aussi une forte communauté algérienne à l'étranger, ça il ne faut pas l'oublier, qui font des choses hors de l'Algérie. Et ça, c'est important. Ensuite, le pourrissement du pouvoir de Tebboune, ça, c'était prévisible. Mais il ne faut pas que, justement, cette énergie, cette ferveur du peuple algérien s'estompe, s'essouffle. Il faut continuer. En tout cas, ce n'est pas le cas. Lias Djebali, rebonjour Lias.
Liad Jebali, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, merci d'être avec nous. Liad Jebali, vous suivez aussi ce mouvement depuis maintenant le début, hein, depuis le début en Algérie, mais aussi sur Paris. Peut-être quelques mots avec ce 48e mardi, hein, ça continue encore et encore, et la révolution continue avec cette jeunesse encore hier en Algérie. Absolument, en fait, le Hirak, hein, c'est un mouvement, pour moi, c'est un mouvement révolutionnaire, pacifique. Il est très spontané, il est né dans une spontanéité absolue, donc il est ni spatial ni temporel. Donc c'est la plus grande révolution pacifique après l'indépendance, après 1962. Donc maintenant, le Hirak, au fait, il n'est pas sorti pour des revendications ni identitaires ni sociales, il est sorti pour des revendications purement politiques, c'est-à-dire changement de système de gouvernance. C'est le ras-le-bol total, voilà. Quand vous savez, c'est-à-dire la marmite était pleine. Voilà, il est sorti pour revendiquer quelque chose de très noble, c'est changer ce système de gouvernance, cette chape de plomb qu'il a complètement anéanti depuis quasiment 57 ans. Maintenant, j'ai écouté, j'ai entendu vos intervenants, vos invités. Le Hirak, au fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les représentants finalement. C'est la plateforme de revendication. Qu'est-ce qu'on va revendiquer concrètement parlant? C'est vrai, il y a un défaut de représentativité, mais ça on le sait. Ça on le sait dès le départ. Il est né comme ça, il est né spontané. Il n'a pas été planifié. Il n'a pas été planifié pour avoir des représentants. C'est une force horizontale. Donc cette force horizontale, elle n'est pas censée avoir une représentation, une représentativité. Maintenant, est-ce qu'on pourrait éventuellement l'associer à des forces verticales comme le PAD, le Pacte Alternatif Démocratique, et les forces de changement? Est-ce qu'on est capable de faire cet écart de 90 degrés de horizontalité vers la verticalité et dire finalement le Hirak, il ne peut pas continuer comme ça parce que forcément, il y a un fin de cycle, il peut être au bout de souffle? Moi non, je dis non. Au fait, quand on est spontané, on le restera. Par contre, il faut se poser la question. Vous savez, la contestation, elle est facile. On a beau contester, on conteste, c'est vrai. Mais maintenant, il va falloir remédier au problème, solutionner le problème. Comment le solutionner? Je pense tôt ou tard, il faut des représentants. En tout cas, c'est mon point de vue, ça m'engage que moi. Je pense des représentants, pourquoi? Pour pouvoir un petit peu, je veux dire, tirer le Hirak vers le haut. Le Hirak, il est au sommet de la colline. Mais dans toute révolution, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des creux, il y a des ceci, il y a plein de choses. Donc moi, je me pose la question, et je pense que tout citoyen pose la question, est-ce qu'il faut des représentants ou pas? C'est une question... Mais cette question des représentants, elle est aussi... on rencontre un certain nombre de manifestants, et puis même ici, beaucoup d'Algériens du monde entier nous appellent en disant, voilà, nous, on nous entend en marchant, en nous mobilisant, mais quelque part de l'autre côté, le pouvoir, alors même si effectivement il n'est pas légitime, et ça on l'a compris, mais il avance et il n'entend pas ce peuple, il n'entend pas parce que quelque part personne n'est face à lui pour lui dire mais regarde, tourne-toi et regarde ce qui se passe dans la rue. C'est pour ça que cette question aussi des représentants, à un moment donné, aujourd'hui, elle est pas par tous les Algériens, bien évidemment, ou Algériennes, mais elle est quand même posée pour revendiquer, aller discuter, aller communiquer. Et puis c'est peut-être aussi ce qui pourra permettre alors je vous pose la question, mais de permettre à cette révolution algérienne de ne pas s'essouffler. Oui, absolument. On sait, ce pouvoir, il est frappé d'une illégitimité absolue. Il est frappé d'une illégalité. Mais si on peut remonter un peu plus haut, vous savez très bien que l'article 85 de la Constitution, un président d'Algérie, il est élu à la majorité absolue, je veux dire des suffrages exprimés. En clair, 500 000 qui votent, ils peuvent élire un président. C'est ça l'aberration de notre Constitution aussi. C'est l'article 85. Moi, j'ai bien relu cet article. Il suffit 500 000 Algériens sur 42 millions ou sur 20 millions de votants, ils peuvent élire un président de la République. Ce qui ne rime à rien, effectivement, oui. C'est un président, en fait, il est légitime, il a été désigné, il a été choisi, il n'est pas élu. Et de fait, maintenant, il va falloir il faut faire quoi exactement? Je pense, à mon avis, tôt ou tard, parce que ce pouvoir cherche la légitimité quelque part.
à Berlin, à Genève. Il vient de recevoir le ministre des Affaires étrangères français. Donc il cherche une légitimité internationale. À défaut de la récupérer à l'intérieur du pays, il la cherche à l'extérieur. Donc maintenant, il va falloir que le Hirak essaye de trouver, je veux dire, c'est pas de remédier au problème, mais de passer à la phase la plus complexe, la phase concrète, comment mettre en place. Déjà, il faut qu'on arrive à dialoguer entre nous aussi. Il n'y a pas de comité public, il n'y a pas de comité autonome du salut, il n'y a pas de comité autonome, il n'y a pas des ateliers de dialogue. Il faut qu'on arrive à faire de la coordination. Moi, je m'en réjouis, la création, la naissance de la coordination nationale des universitaires algériens qui a vu le jour. Et ça, c'est une belle chose, ça, c'est une belle leçon pour nous. Il va falloir qu'on essaie un petit peu de structurer notre force. Et moi, je dirais, il faut structurer le Hirak. Le Hirak, vous savez, l'horizontalité, c'est comme une infinité de points. Voilà. Donc, il faut le restructurer d'une manière ou d'une autre. Si on arrive à le structurer, je pense, à mon avis, il faut faire émerger, parce que j'ai l'impression que ça devient une question tabou. Et parce que avoir un représentant, c'est comme si ça nous rappelle la Roche 2001. Mais non, les contextes sont différents, les circonstances sont différentes, les choses ont changé. Je pense que le peuple s'est approprié cette maturité. Donc ici, voilà. Donc, merci Ilyes. Ilyes Djebali, je vous garde encore peut-être deux petites minutes avant de vous libérer. Je voudrais que vous me donniez un peu votre avis sur la visite hier de Jean-Yves Le Drian qui est allé rencontrer Sabib Bourdoum, qui est son homologue en Algérie. Alors je vais rappeler aux téléspectateurs un peu ce qui s'est dit. Il y a une volonté d'ouvrir une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, que ce sont deux pays qui partagent la volonté de réengager leurs échanges au plus haut niveau. Entre autres, donc Jean-Yves Le Drian qui a dit clairement qu'il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel la France veut travailler. Donc là, il légitimise ce nouveau gouvernement, malgré ce scrutin qui a été quand même très polémiqué et très controversé. Et puis, il a salué aussi l'ambition exprimée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour réformer l'Algérie en profondeur, refonder un état de droit, des libertés, de relancer diversifier, entre autres, l'économie. Voilà un peu ce qui s'est dit. D'abord, peut-être un mot. Est-ce que comment vous analysez cette rencontre de Jean-Yves Le Drian? Et pour terminer, il y a eu quelque chose aussi qui est très fort, c'est que Jean-Yves Le Drian, à aucun moment, n'a évoqué ces détenus politiques, n'a évoqué cette atteinte, notamment des droits de l'homme, et puis n'a en aucun cas entendu son homologue algérien, le ministre des Affaires étrangères algérien, critiquer la position de la France et le rôle de la France en Libye. Oui. D'accord. En fait, moi personnellement, je me doute qu'il peut en premier lieu froisser les Français. Hein. Ça pourrait éventuellement être la fermeture des robinets, du pétrole, de toute manière. Avec la politique opaque des soi-disant politiciens, on ne saura jamais. Hein. Rien des accords ou des désaccords, pas du tout. Il y aura toujours une part de magouille à la sauce. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. La France, elle est en train de donner une légitimité. Oui, au pouvoir actuel d'Alger, le fait que le ministre des Affaires étrangères se déplace à Alger, après la rencontre furtive à Berlin, on voit très bien que la France apporte un soutien, au pouvoir. Voilà, il n'y a pas d'échappatoire. On sait très bien que la France, elle ne veut pas passer en dehors de l'Algérie. L'Algérie, c'est moi je t'aime, moi non plus. Donc voilà, l'Algérie et la France, le pouvoir actuel, il bénéficie largement de ce soutien, qu'il soit implicite, explicite. En tout cas, le déplacement de Jean-Yves Le Drian à Alger, c'est une réponse claire. On donne la légitimité, on reconnaît le pouvoir. Voilà. Enfin, moi, merci. Je vois pas autre chose, voilà. Merci Ilyes Djebali, merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver
bien évidemment à un autre moment sur le plateau. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Avant de reprendre l'Arbi Zuamia avec nous, peut-être un mot sur cette... alors vous pouvez réagir bien évidemment, mais peut-être un mot sur cette visite de Jean-Yves Le Drian. Alors que la visite elle ait lieu, elle est diplomatique, mais ce qui a été aujourd'hui très très dénoncé, c'est qu'il n'y a eu aucun mot sur dénoncer ces arrestations, les atteintes aux droits de l'homme qui ont été qualifiées donc de catastrophiques par une ONG internationale. Et puis il n'y a eu aucun mot notamment sur le rôle et le comportement de la France, notamment en Libye. Alors je veux être très clair sur ce point-là. La France a une énorme responsabilité dans cette situation. J'entends par là, elle ne doit pas, surtout pas légitimer un pouvoir qui n'est pas lui-même légitime et qui n'a pas reçu la prérogative de son peuple. Rapidement, alors là c'est un peu le cas. Selon vous, pourquoi Jean-Yves Le Drian ne dénonce pas et quelque part, voilà, il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel la France veut travailler. Il salue l'ambition exprimée du président. C'est pas à la grandeur de la France, c'est pas à la grandeur de la France, véritablement. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Encore, c'est normal. Les mêmes enjeux. C'est toujours les mêmes enjeux économiques, tout simplement. Total. En Algérie, la France vend des armes dans le monde, notamment à des dictatures. J'entends par là l'Arabie Saoudite, par exemple, pour ne citer deux, qui font perpètrent des massacres au Yémen. Tout ça avec, on va dire, dans le silence le plus assourdissant. Non, la France a une véritable responsabilité là-dessus. Donc ce n'est pas à son honneur justement de donner une légitimité à ce gouvernement. Et là-dessus, je tiens à être clair, c'est de la responsabilité de chaque Algérien établi à l'étranger de faire pression sur leur gouvernement. Je n'entends pas le gouvernement national, j'entends le gouvernement dans le pays dans lequel ils sont. C'est de leur responsabilité. Voilà. Et il est important à l'heure actuelle... Clairement, vous dites aux Franco-Algériens qui vivent en France dénoncer... De dénoncer de façon la plus ferme et la plus, sans aucune équivoque ce genre on va dire voilà, ce genre d'attitude. La France ne doit pas aller à l'encontre des intérêts du peuple algérien. En faisant ça, le gouvernement français donne quitus à Tebboune et à son gouvernement. Et ça, c'est intolérable. Donc, j'invite véritablement tous les Algériens, les binationaux, à faire pression auprès de leurs députés, auprès de leurs sénateurs, auprès du gouvernement, faire des courriers, faire des sittings, faire des coups de fil, appeler, envoi de mails, etc., pour leur dire leur désapprobation face à ce genre de comportement. Il est intolérable qu'un peuple entier se soulève pour la liberté et que de l'autre côté de la Méditerranée, toute cette ferveur soit totalement sapée par le pays qui se réclame comme étant pays des droits de l'homme. Moi, je suis élu de la République. Je n'ai pas le droit de réserve par rapport à ce genre de choses. La France qu'on peut imaginer, avec cette devise sur les frontons de la mairie, liberté, égalité, fraternité, justement, n'est pas l'honneur de ce genre d'attitude. Donc il faut que chaque Algérien, chaque binational fasse pression sur le gouvernement français pour que la position de la France aille en faveur de l'Algérie, du peuple algérien. En tout cas, qu'elle soit claire. C'est pas de l'ingérence, c'est très important de faire comprendre ce genre de... Ce n'est pas de l'ingérence ou se dire on va vers la France pour demander s'il vous plaît, ou demander quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est le fait que comme quoi il y a tout un peuple qui se soulève, il y a toute une revendication derrière de liberté et d'état de droit, et que cette ferveur populaire soit totalement sapée par des décisions politiques
qui ne représente pas justement l'état d'esprit du peuple français. Ça, c'est important. Vous, Farid, DMS de bas. Je vais redonner la parole à l'Arbi Zouamia. Dans quelques instants, va venir me rejoindre donc Smail Chertouk, mon confrère, pour son édito, que je vais inviter d'ailleurs à venir me rejoindre. L'Arbi Zouamia, alors peut-être une question pour vous sur le deuxième point de cette émission. Vous le disiez tout à l'heure, le pouvoir algérien, l'État algérien, le président est là, il avance, il est en pleine rencontre diplomatique, hein, Berlin, Genève, maintenant hier, donc côté français, c'est Jean-Yves Le Drian qui était reçu chez son homologue. Mais aujourd'hui, ce qui est en tout cas, les points forts qu'on recense, notamment au niveau de la presse et des Algériens, Algériennes sur les réseaux sociaux normalement, c'est de dire la rencontre diplomatique, ok, mais pourquoi Jean-Yves Le Drian aucune déclaration sur ses détenus, ses atteintes aux droits de l'homme, un scrutin très controversé, donc un président illégitime. C'est ce qu'on reproche à Jean-Yves Le Drian, ce silence total sur ces 10 mois et ce comportement du pouvoir algérien vis-à-vis du peuple. J'aimerais bien préciser quelque chose parce que j'ai entendu votre invité que je salue. Vous m'entendez? Oui, très bien, L'Arbi Zouamia, très bien. C'est-à-dire cette épithète à peu près cette hyperbole à peu près de faire descendre le peuple. Ça n'a rien à voir dans notre débat. Nous parlons d'une protestation, nous parlons d'un mouvement de foule qui est né et qui n'est pas né politiquement, ça c'est pas vrai. C'est une causalité qui s'est traduite à peu près par un mouvement citoyen, par un réflexe citoyen, né dans la rue. C'est ça le plus important. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien du tout dans ce mouvement. Ce mouvement-là est né parce que tout simplement nous sommes arrivés à un stade de délinquance de l'État, à un stade de mise en capilotade de l'État, d'émiettement de l'État, de tronçonnage de l'État. C'est pour cela que le mouvement est né. Il se peut qu'il y ait une cause directe, mais le mouvement est né dans une causalité. Dans les familles, c'est la cause à effet. La cause à effet, les gens ne travaillent pas, les gens n'étudient pas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'espoir. C'est ça le problème, c'est son essence. C'est la pouponnière là où il est né, le mouvement. Et c'est pour cela qu'on doit discuter sur le mouvement. Discuter sans autosatisfaction, certainement, parce que nous sommes tous du même bord pour que ce mouvement-là apporte des résultats. C'est le plus important. La sociométrie, nous connaissons la sociométrie, nous connaissons les mouvements de foule, nous essayons d'apporter à peu près des idées, tout simplement, et on aimerait bien que ça continue. L'autre question se rapportant à la visite du ministre français. Personnellement, je n'attends rien de la France. Absolument rien. Ni un pays étranger. J'attends du Hirak. J'attends des Algériens qui sont à l'intérieur. Et nous, à l'extérieur, en tant qu'Algériens, on apporte le soutien nécessaire et le support nécessaire. Mais j'attends rien du tout, parce que tout simplement, même la France n'a pas fait plus mauvais que la Russie ou la Chine. On connaît la situation de la France économique. La Hollande dépasse maintenant la France en matière d'exportation. Il y a une situation économique terrible en France. Et c'est pour cela qu'il est, il est dans une ligne médiane, il ne peut pas parler aussi de questions intérieures pour lui qui est dans une visite officielle. Moi, j'estime que on ne doit pas un petit peu demander beaucoup de choses aux pays étrangers. Mais c'est pas demander, excusez-moi l'Arbi Zouamia, je vous garde encore 2-3 minutes, c'est pas vraiment demander beaucoup de choses, c'est un peu de la langue de bois de ne pas aller à la rencontre d'un président nouvellement élu le 12 décembre dernier et puis ne pas dénoncer aussi notamment des répressions, des détenus politiques encore aujourd'hui. C'est ça en fait qui est reproché au ministre des Affaires étrangères français. Et puis deuxième point, est-ce qu'aujourd'hui, et parlons effectivement peut-être de l'Algérie, est-ce que ça serait peut-être pas un danger pour la révolution algérienne? Je vais employer ce mot un peu peut-être pour vous faire réagir un peu plus haut, mais ce serait peut-être pas un danger que comme ça tous les pays occidentaux, les voisins internationaux, à un moment donné, légitimisent ce pouvoir? Parce qu'il s'agit justement, c'est pour cela pourquoi on prend l'exemple de la France. Il s'agit d'une liste d'épicerie, on la connaît. Elle est la traditionnelle liste d'épicerie. Il y a des questions économiques, il y a des questions de voisinage. Justement, ils sont dans leur logique. Mais d'accord,
il y a une société civile qui se distingue, bien sûr, qui à peu près qui s'exprime autrement en France ou ailleurs, en Grande-Bretagne, même la presse aussi. Personnellement, j'ai fait un article dans le The Independent. Bon, d'accord, il y a la presse, la société civile, les organisations, certains partis politiques qui sont, bien sûr, de bonne intelligence avec le peuple algérien, qui apportent une sympathie, vraiment un soutien en fonction de leur capacité. Mais les pays, à peu près, les pays qui nous entourent, ou la Chine, ou la Russie, ou autre pays, c'est une question d'épicerie. Il reste encore un peu d'argent en Algérie. Il reste du gaz, il reste du pétrole, il reste le gaz de schiste. Et c'est pour cela que tous les pays à peu près, même si vous voyez que maintenant l'Allemagne, qui nous a marginalisés en septembre, le 19 septembre passé, lorsqu'elle avait prévu cette conférence, elle s'est ressaisie à peu près. Elle s'est ressaisie, ce n'est pas parce que nous étions importants, non, c'est pas vrai. C'est tout simplement pour des questions d'intérêt. Parce qu'en réalité, l'Algérie, c'est pas l'architecte, ce n'est pas l'architecte qui va trouver des solutions en Libye, c'est le spectacle de visite-là qui ne va pas impressionner. Donc, pour nous, je ne m'étale pas beaucoup sur la position de la France ou sur la position des autres pays. Ils sont dans leur rôle et puis c'est tout. Mais le plus important, c'est le Hirak et les Algériens qui sont à l'étranger qui seront vraiment par leurs actions les plus déterminants dans cette situation. Merci Larbi Zouamia, merci pour votre fidélité à l'émission. Je rappelle, vous étiez en direct de New York, notamment à Syracuse. Je vous souhaite une très belle journée puisque la journée commence chez vous. Vient de nous rejoindre avant de revenir vers vous, bien évidemment, Farid DMS de Bas. Il nous reste une douzaine de minutes, une petite quinzaine de minutes. Alors, Smaïl, aujourd'hui, donc, on va parler des enfants, de la petite enfance et des crèches. Oui. Ça, c'est bien, c'est l'avenir. Hein. Exactement. Donc, ça peut paraître curieux, mais on va parler de ça. C'est l'histoire d'un père qui dépose son fils à la crèche ou à la petite école. Il veut à tout prix être connu, reconnu par le personnel de l'école. Mais son propre fils fait comme s'il ne connaissait pas son père. Il le renie, il crie à qui veut bien l'entendre, ce n'est pas mon père. Cet homme n'est pas mon père. Ce père n'a donc pas la légitimité de son fils, mais il s'empresse de chercher la reconnaissance des étrangers. On a envie de lui dire que même si tous les professeurs de toutes les écoles du monde s'unissaient, ils ne feraient pas de lui le père qu'il n'est pas. Légitimité et reconnaissance ne sont pas la même chose. La légitimité, c'est la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice et en équité, dit le dictionnaire. La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales, c'est important, et permet de recevoir le consentement des membres d'un groupe. C'est aussi important. Au sens sociologique, la légitimité est un accord tacite, subjectif et consensuel, axé selon des critères éthiques et de mérite quant au bien fondé existentiel d'une action humaine. De son côté, la reconnaissance se définit comme le fait d'admettre justement cette légitimité, celle de quelqu'un ou de quelque chose. M. Tebboune a beau s'envoler pour Berlin, y serrer des mains, faire de multiples photos et s'asseoir à la table des chefs d'État, la légitimité des siens et le quitus de son peuple lui font défaut. Un peu comme si cet enfant dont on a parlé plus haut défilait dans la rue depuis plus d'1 an pour dire « cet homme n'est pas mon père ». On finirait quand même par l'entendre et on ne le laisserait probablement pas récupérer son fils à la sortie de cette école. Les enfants, justement. Est-ce que vous savez, Chaban ou Farid, quels sont les deux types de personnes qui ne cessent jamais de dire « pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Les philos déjà, non? Les enfants, Eh bien, c'est bien. Vous avez tout bon. C'est les deux catégories. On dit que les enfants et les philosophes n'interrompent jamais le cycle des pourquoi. Ah oui, les enfants, c'est... Oui. Voilà. Oui. Et J'en ai pas, mais c'est sûr que... ça n'arrête jamais. Et pour le repos de tous, on dit que les enfants finissent au moins par s'endormir. Donc le philosophe, lui, n'arrête jamais. Nous sommes ni des enfants, ni des philosophes, encore que. On garde tous une part d'enfant. On est dans le pays de Saint-Exupéry, donc on le sait. Quant à la philosophie, je pense qu'on l'est tous un petit peu, surtout les Algériens. On refait le monde le temps d'un café. Je ne sais pas si tout le monde connaît le rituel de boire un express à Alger ou ailleurs. On peut y passer la journée, on refait le monde autour de ce café. Alors qu'il est très serré, et il est très court et il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Il y a beaucoup de sucre. Et il y a beaucoup de sucre, voilà. Donc moi, cette espèce de petites gorgées, je les appelle les gorgées moléculaires. C'est la seule explication que j'ai trouvée au fait qu'on reste autant de temps sur un si petit café, parce qu'au fait, on est occupé à autre chose, on est occupé à redessiner le monde. Donc les Algériens, on est probablement très philosophes, on est beaucoup plus philosophes qu'on le dit. Mais revenons à notre cycle des pourquoi. Voici donc quelques pourquoi auxquels on espère des réponses, quelques pourquoi à l'adresse des gens qui se disent à la tête de l'Algérie aujourd'hui.
Pourquoi, par exemple, le mandat de dépôt de Karim Tabou a-t-il été renouvelé? De C'est une 4 mois question. d'ailleurs. Exactement, de 4 mois. 4 mois. Et pourquoi tant d'innocents derrière les barreaux aujourd'hui? Car c'est l'avenir de l'Algérie qu'on emprisonne aujourd'hui, c'est juste ça. Pourquoi les médias d'État n'ont pas traité les sujets de fond s'agissant de Berlin? Allez, on veut parler de Berlin. Ils sont concentrés et contentés de propagande et d'images, qu'ils ont repris d'ailleurs parce qu'eux-mêmes n'étaient pas à Berlin, ces médias-là. Pourquoi ne s'affole-t-on pas devant l'imminence de la fin des réserves de change de l'Algérie dans les 2 à 3 ans, dit-on, avec une monnaie qui n'est pas convertible? Pourquoi on en est arrivé là, surtout? Le peuple algérien a droit aux réponses. On lui doit un passé expliqué, audité, avec des bilans, des inventaires et des chaînes de responsabilité. On doit à ce peuple une histoire de faits et d'historiens, pas un récit fantasmé au service de castes et de fossoyeurs de destin. On lui doit une économie du mérite, de la réussite, pas un clientélisme à ciel ouvert où règne la fraude, les passe-droits et la bureaucratie. On doit à ce peuple des soins de qualité, non ces lits et couloirs où s'entassent souffrants et gisants, pendant que les médiocres se remplissent les poches à coup d'examens médicaux exorbitants dans le privé en Algérie. On doit au peuple algérien une culture à la hauteur de sa soif d'apprendre, de la connaissance, de l'ouverture sur le monde, de la fierté retrouvée, et tant d'autres choses que personne probablement ne pourra lui offrir, sauf lui-même. L'Algérien et l'Algérienne et l'Algérien feront eux-mêmes l'Algérie de demain. Les artisans, c'est eux, la matière première aussi. Je vais finir en citant Mohamed Bencheneb, éminent universitaire algérien, pas très connu, du tout début du siècle. Rendez-vous compte, il était professeur à la faculté d'Alger en 1901. Grand lettré en langue arabe et en français, professeur émérite, homme de lettres, homme de sciences. Mohamed Bencheneb disait cette phrase, et ça sera mon mot de la fin: l'homme est le capital de lui-même. Smaïl, si vous me l'accordez, je vais envoyer cet édito à Abdelmajid Tebboune. Avec grand plaisir. Le comprendra-t-il, cet édito? Le comprendra-t-il? Farid des MS de bas, il nous reste 7-8 minutes. Maintenant, on va effectivement cette question fondamentale. On a senti tout à l'heure quand vous étiez très remonté à ce qu'un pays comme la France, quelque part, pays de la démocratie, des droits de l'homme, légitimise ce gouvernement, en tout cas avec son silence par rapport à ce que vit depuis 10 mois. Cette diaspora, vous en faites partie. Vous êtes un élu de la République, vous avez une culture démocratique. Elle est importante aussi qu'il y ait des transversalités qui puissent se faire, notamment avec le collectif que vous avez créé. Quelles sont un peu les perspectives qu'on pourrait mettre en place pour permettre à la Révolution de s'organiser et puis peut-être d'aller au front? Écoutez, déjà, je pense qu'il y a, ça me vient un petit peu comme ça à l'esprit, des comités qui se créent, déjà des rassemblements citoyens pour pouvoir discuter de la situation en Algérie. Donc le côté un peu, on va dire, politique au-delà de ça. On a eu 10 mois dans toutes ces sorties. Quand même, c'était une psychanalyse généralisée. Ça a été nécessaire. Maintenant, c'est le temps de la concertation, c'est le temps du rassemblement, et c'est le temps, je ne veux pas dire de la négociation, puisqu'il n'y a rien de négocié avec quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, mais de la représentativité. Il y a des comités, je pense par exemple au CRUA, qui est un comité révolutionnaire d'union et d'action, qui s'est créé. Il y a des instances, des assises qui vont se tenir dans quelques jours. C'est ce genre d'action, moi, qui m'interpelle et qui me fait justement prendre conscience que le Hirak, même cette révolution, n'est qu'à ses débuts. Parce qu'une révolution en 10 mois ou en un an, ça n'existe pas. La guerre d'Algérie a duré 8 années et c'était une guerre. Là, on parle de Silmia. Ok. Est-ce qu'une révolution se fait dans le pacifisme? Pourquoi pas? Les candides peuvent le croire. Il y a un moment donné où peut-être il faudra passer un cran au-dessus. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quel genre de cran cela impliquera, mais force est de constater qu'il y a des rassemblements qui se font. Il ne faut pas minimiser l'intelligence de ce grand peuple. Il ne faut véritablement pas le minimiser. Il ne faut pas non plus l'infantiliser. Ce qui est important de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, les Algériennes et les Algériens se regroupent
s'organise Oui, il y a une vraie maturité, de toute manière, à travers le monde. Votre intervenant disait que ça va faire le salut viendra de l'intérieur du pays et n'a que faire un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai bien aimé votre édito parce qu'il est à contresens de son intervention. Et je rejoins totalement ce que vous avez dit. Non, à partir du moment où, autour de soi, on se reconnaît, où on reconnaît la personne qui n'est pas censée être légitime, bah, cette personne-là prend de la puissance. Prend de la puissance contre son propre peuple. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces 42 millions d'Algériens, tout en sachant que 20% de ces Algériens sont à l'étranger. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. 20% des Algériens sont à l'étranger et cette force de l'étranger doit faire pression, doit faire levier contre justement cette mafia. Et elle le fait au quotidien. Et je mets au défi tous ces esprits-là qui disent que non, ça doit se faire au niveau national, etc. C'est faux. C'est faux. À partir du moment où l'Algérie, lorsque je parle de l'Algérie, je parle de ce gouvernement mafieux, se sentira isolé, n'aura nulle part où aller, se sentira totalement acculé, il sera obligé de céder sa place au peuple. Donc j'invite véritablement chacune et chacun de prendre ses responsabilités en tant que patriote, en tant que citoyen et de faire pression au niveau national et au niveau international. Il n'y a pas qu'une seule direction, il y a des directions pour un seul et même résultat, l'état de droit. J'invite chacune et chacun à se rassembler, aller en direction de ces comités, de ces assises. Je renomme le CRUA, Comité révolutionnaire d'union et d'action. J'invite les Algériennes et Algériens désireux justement d'instaurer un état de droit en Algérie, de rejoindre ces comités et de faire en sorte justement de se battre. On est juste au début du combat. On est juste au début du combat. Il ne faut rien lâcher. Parce que l'instauration d'un état de droit ne se fait pas comme ça en claquement de doigts. C'est véritablement un travail de fond, de longue haleine. L'horizontalité, la verticalité, de toute façon, elle se fera. C'est obligatoire. Parce que lorsqu'on s'assoit à la table des négociations, avec l'étranger par exemple, il n'y a pas 42 millions de chaises. Il y en a une, voire deux. Et c'est là-dessus qu'il faudra se pencher. Merci infiniment, Farid DMS Deba, pour votre fidélité. Vous êtes donc, vous avez créé le mouvement citoyen pour l'Algérie. Vous êtes élu de la République, notamment à Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans le sud de Paris. Merci Ismaïl d'avoir été avec nous pour ce très très bel édito. Je voudrais saluer bien évidemment Larbi Zuamia qui nous a fait l'honneur d'être présent encore une fois en direct de New York. Et puis nous avions aussi Ilyes Djebali, en direct de Paris, ingénieur économiste financier qui a créé l'Algérie droit devant. Et puis un petit clin d'œil à Hichem Riyad qui a dû être pris par un rendez-vous en Algérie à de dernières minutes. Merci infiniment. On va vous laisser avec cette très belle chanson de fin d'émission avec cette jeune fille, avec une voix avec beaucoup d'émotion et une très belle Algérie qu'il faut toujours aimer. Je vous donne rendez-vous demain sur Aoulas TV pour un nouveau rendez-vous de Sans Frontières. Pour qui je donnerai ma vie, on écrira l'histoire comme nos héros, nos martyrs. نخاف عليك يا بلادي من عدياني نسمع فيك شامي هكا بويا وصاني يا بلادي عزيز عليا نديرها في عينيا انا ولدك انتيا يا مانيشي براني على بلادي غبنوني ضروني عيناني سفريت مليت مقواني خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi comment te dire tout simplement je t'aime l'Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor l'Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera